Bienvenue à Spiritualité. Je suis en studio avec Marie-Josée Heroux. Marie-Josée, Bonjour. je t'ai fait venir pour une raison très précise. En vieillissant, je branle plus que jamais pour prendre des décisions. Vais-je mettre tel vêtement à la saison qu'il fait? Ah, c'est trop chaud. J'en essaye un autre, pas assez chaud. Je passe une partie de ma journée dans le garde-robe, comme on dit. Mais il y a des saisons qui sont plus embêtantes que d'autres. On peut avoir besoin de 3 sortes de vêtements dans la même journée. Et que je ne t'ai pas demandé pour compliquer ma situation, c'est pour l'éclaircir. Pour la facilité. Alors que vers la quarantaine, ça décidait. Oui. Puis il me manquait même des décisions à prendre, j'en avais de reste. Alors, allons-y. T'en prenais pour les autres. Tout à fait. Allons-y par âge. De 0 à, disons, 10 ans, c'est les parents souvent qui décident. Ben oui, parce que les enfants sont en mode, sont très, très vulnérables, puis ils dépendent de toutes les décisions qu'on prend autour d'eux. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tout ça s'imprime en eux, puis forme une espèce de tissu d'expérience, surtout sensorielle, parce que les expériences d'un tout petit bébé naissant jusqu'à 5 ans, c'est beaucoup des expériences sensorielles. On apprend à être touché, on goûte le toucher, on goûte la marche, on commence à découvrir avec nos yeux, avec notre bouche, beaucoup. Avec nos oreilles, on découvre les sons, les ordres, les tons de voix, les variations puis on est modelé par des expériences sensorielles. Vers 2 ans, on commence à imiter beaucoup. C'est comme ça qu'on apprend de plus en plus à faire, à dire. Je vois ma petite fille de 2 ans, là, elle copie systématiquement sa sœur de 4 ans. Tout ce qu'une dit, elle le répète. Tout ce que l'autre fait, elle le fait. Elle est dans le mode imitation. Et ça fait l'affaire de la grande. Ben oui, parce que la grande, elle est importante. Elle développe son... Elle a du contrôle. Oui, elle contrôle. Puis fais ci, fais pas ça. Touche pas à ça, viens avec moi. T'es le bébé, je suis la maman. T'es la maman, je suis le bébé. Puis bon, tout est décidé par la plus vieille, imité par la plus jeune, qui apprend sans le savoir, qui apprend comment devenir plus grande, plus mature. Puis vers 5, 6 ans, 7 ans. 5, 6, il y a toute la période du non. Juste avant ça, 3, 4 ans, non. Là, je dis non à tout pour voir l'effet que ça produit. Parfois, mes noms font rire. Parfois, ils font réagir. Parfois, ils provoquent la colère. Quand je m'oppose le matin à m'habiller puis que je retarde tout le monde par mes cris, par mes pleurs, au travail puis à la garderie, bien là, j'apprends que j'ai du contrôle. Là, je commence à goûter le contrôle que moi-même j'ai sur les autres. Mon Dieu, qu'on n'est pas même si quand j'étais jeune, c'est pas possible comment ce fameux non était estompé lorsque le père disait « c'est là ». Ça suffit, oui, c'est ça. Mais justement, c'est bien aussi qu'on encadre mieux les enfants. Puis vers 7-8 ans, ben là, on apprend à discriminer. Oui, il y a des non, il y a des oui importants, puis selon justement l'énergie, puis les valeurs Mais quand tu parles de nos parents. Dans mon temps, la maman disait, veux-tu du griot aux pommes, aux pêches? Il y en avait une sorte, puis quand elle me disait, maman, j'aime pas le griot. Mon petit gars, attends 3-4 jours et l'amour du griot va te reprendre. C'était une prophétie. Oui. Aujourd'hui, on met tout dans le goût de l'enfant. Qu'est-ce que tu veux mettre comme vêtements? Oui. Comme condiment, comme nourriture. Est-ce que tu prends du... C'est pas exagéré un peu? Ben, en fait, la multiplication des décisions ou des choix multiplie la complexité parce que ce qui arrive maintenant, c'est que c'est très compliqué. On ne choisit pas de manger du gruau, justement. On choisit de manger du gruau aux pommes ou aux pêches ou au coco ou au chocolat ou au sucre ou à la cassonade.
finalement, ça devient... On finit par pas déjeuner. Ouais. Mais ça devient aussi la tyrannie. C'est comme une espèce de dictat qui est très tyrannique parce qu'il y a tellement de variétés de choix. Puis là, on peut, comme parents, on peut se faire mener en bateau parce que là, le jour où il va manquer de gruyot avec des petits œufs de dinosaures à l'intérieur... On a envoyé au Pérou ça va être épouvantable. Un jeune de 20 ans prendre la responsabilité des jeunes qui étaient là. Tous les matins, pain, confiture, tous les matins. Il débarque chez ses parents à Victoriaville. Il ouvre le frigidaire. Une abondance. Qu'est-ce que je prends pour déjeuner? Il a fini par prendre du pain et des confitures. Voilà, à un moment Mon donné... Dieu, c'était donc plus simple. La simplification, c'est ça. Avoir beaucoup de choix, une multitude de choix comme ça complexifie la capacité à faire des choix. Je pense aux jeunes aujourd'hui qui, à 17-18 ans, sont obligés, dès le cégep, 17-18, l'entrée au cégep, de pointer radicalement vers une profession et en exclure déjà beaucoup d'autres. Ça, c'est vraiment pour eux très complexe aujourd'hui, à mon avis. Il y en a qui font des années sabbatiques pour se laisser mûrir un peu, parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire. Il y en a qui prennent des programmes très, très larges pour être capable d'avoir le plus de choix possible. Et jadis, une femme avait le choix entre... 3 métiers. C'est-à-dire... Tu pouvais faire secrétaire, infirmière, professeur, hôtesse de l'air. Il y avait 3-4 métiers. Maintenant, elles peuvent être dans l'armée, dans la construction. Partout. Partout. Dans les mines, dans le transport, exactement. Moi, j'avais d'autres critères qui était plus simple. Dans un monde stable, le fils devenait cultivateur si le père l'était. Exact. Et ainsi de suite. Le fils aîné, surtout, les autres devaient se chercher un peu plus. Comme les 5 vieux garçons voisins de chez nous qui me disent, chez nous, les vieux garçons de père en fils. Il y avait bonbon. Comme un bonbon, tu mets en doute mes réflexions. Je vais décider d'en demander un autre à ta place. Ah bon, très bien. Mais je vais réfléchir un peu avant. Alors, quand on est jeune, c'est un peu les autres qui décident pour nous. Oui. Et rendu vers 18-20 ans, ben là, on fait soi-même des expériences. On assoit notre réflexion sur nos propres expériences. Puis là, on fait des expériences souvent très, très... contrastées. Contrastées, exactement. Le silence total, puis le bruit infernal, on va dans les extrêmes. On dirait que on a besoin d'expérimenter des choses très, quelques années plus tôt, à l'adolescence, je vais pas voir ma mère, puis je vais la voir. Exactement. Elles sont prises, ces jeunes-là. Quand elle fait mon lavage, mon repas, puis qu'elle fait la cuisine, puis qu'elle entretient toute la maison, je l'adore. Le jour où elle retire ça, mon père, ça peut être la même chose, père ou mère. Le jour où elle m'impose des règles concernant tout ça, là, j'en peux plus. Elle est... Mais l'adolescent, c'est pas ce qu'il veut, finalement. Sauf pour certaines grandes décisions. L'adolescent, la difficulté, c'est il a un pied dans l'enfance. Il adore le confort et du statut d'enfant. Justement parce qu'il n'y a pas beaucoup de décisions à prendre. Il n'y a pas beaucoup de gestes, il y a moins de gestes risque, de gestes d'autonomie, d'être obligé de prendre des responsabilités et tout. Il y en a moins. Ça, d'une certaine manière, ça, c'est très confortable. C'est difficile à quitter. Puis d'un autre côté, il veut tout changer parce que là, il faut qu'il sent
l'espèce de pulsion, de besoin de devenir autonome. Puis justement, il sent aussi de plus en plus de pression sur lui pour s'exprimer, devenir autonome. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement les parents que la gang. Exactement. Alors là, il se met à regarder ses pairs. Il veut à tout prix leur ressembler, ce qui souvent veut dire ne plus ressembler à son milieu familial, être le plus, faire partie d'un autre genre de confort, de sécurité, le confort et la sécurité de la gang. Papa, maman, c'est la gang. Exactement. De sorte qu'il va... La tyrannie de la gang est incroyablement forte. Il va choisir ses vêtements en fonction de son groupe. Il va choisir sa musique en fonction de son groupe. Va choisir ses aliments, ses breuvages, les endroits qu'il fréquente, les restaurants qu'il fréquente, les loisirs en fonction de ceux et celles de sa gang. Le travail aussi, parce qu'à 14, 15, 16 ans, il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à travailler. Il va choisir ça en fonction de ce que ses amis approuvent, désapprouvent. Et ça, c'est très important. Puis en même temps, il va chercher à se distinguer. Il veut être pareil, mais différent. Puis ça dépend, là-dessus, ça, c'est un calcul incroyable. Nous, les parents, là, il ne faut pas tenter de comprendre ça, ni d'encadrer ça. C'est vraiment peine perdue. C'est une entrave à leur liberté, à leur capacité aussi d'explorer qui ils sont. Mais en même temps, quand on voit des actions qui mettent en jeu, parce que les jeunes sont invincibles à cet âge-là, ils sont tout-puissants, ils ont l'impression qu'ils peuvent changer le monde, mais surtout faire des expériences dangereuses. Mais à eux, il n'arrivera rien. Alors, c'est là où les parents doivent être vigilants pour laisser, un bel espace de créativité puis d'expérience aux jeunes. C'est là qu'intervient, par exemple, la confirmation. Ils ont besoin d'être confirmés. Oui, par le groupe souvent, parce que les parents, ça n'a plus autant d'impact que les parents lui disent « t'es beau, t'es fin, t'es capable ». Là, ce qui est important, c'est qu'ils le reçoivent de la part du groupe. Ce qui est un peu regrettable, c'est qu'il n'y a plus de rite d'initiation. Le passage à l'âge adulte est flou et mou. Ils en créent et de plus en plus jeunes, dans le sens où ils veulent l'appartenance aux gangs. Il y a souvent des rites d'initiation ou d'introduction dans les gangs, surtout les gangs très organisés comme les gangs de rue ou les groupes musicaux ou les gangs qui sont plus fermés, qui sont plus sectaires, je dirais. Dans ces Mais l'un des signes d'appartenance, c'est les tatous. Ça, c'est une tradition vieille comme toute l'humanité. C'est un signe d'appartenance. La couleur des cheveux, les piercings maintenant, surtout le code vestimentaire. Il y a des jeunes qui s'habillent, des gangs qui s'habillent en noir, il y en a qui s'habillent en jeans, il y en a qui s'habillent en mou, il y en a qui portent les bottes, il y en a qui portent les chapeaux, les casquettes, les sportifs portent le linge mou. Bon, il y a toutes les identifications, puis les groupes de musique, ben là, ça varie. Si tu écoutes du alternatif, si tu t'identifies à plus une musique ou une autre, bref, il y a toute une multitude de choix, mais chacun comporte ses codes vestimentaires, son code de langage, puis son code de plus ou moins explosif là, de signes distinctifs. Et d'écriture, de parlure, comme on dit. Exactement, c'est ça. C'est incroyable comment je suis incapable de lire ce qu'ils écrivent. Surtout si tu lisais sur un téléphone. Alors, c'est un choix qui est difficile à faire. C'est-à-dire que on peut être entraîné aussi par le mouvement de la gang parce que si on est
très, très, très valorisé, très on peut même faire des choix très dérangeants, très fuguer, exactement, puis se mettre en danger. D'avoir L'approbation. L'approbation. Marie-Josée, vieillir trop vite, vieillir pas assez vite, c'est aussi pervers dans un cas comme dans l'autre. Par exemple, quand l'enfant de 7-8 ans a la clé de la maison dans le cou, il va rentrer, il va se débrouiller. Ou bien quand il devient le confident d'une mère parce que le père est parti, il vieillit trop vite. C'est-à-dire que, oui, la charge de responsabilité, c'est vrai qu'on en demande beaucoup aux enfants, puis il y en a qui n'en ont pas du tout. Tu comprends? Doser, je veux pas dire oser, mais je veux dire doser la quantité ou la responsabilité par rapport à la liberté d'être simplement un enfant, c'est très difficile parce que il y a tous les extrêmes possibles. D'une certaine manière, on peut laisser les enfants, maintenant, en couche jusqu'à 4-5 ans. Par exemple, on néglige de les amener à l'autonomie. Et puis, par contre, d'un autre côté, on peut leur demander à 6 ans de rentrer seuls à la maison. Il faut faire attention là, pour essayer de... Puis là-dessus, il y a beaucoup de belle littérature qui existe pour essayer de fixer aider les parents à déterminer quel âge parce que vieillir trop vite, vieillir trop vite, ça enlève une plasticité qui est quand même dangereuse. Oui, puis la solitude, puis les responsabilités accablantes, ça crée de l'anxiété chez les enfants. On leur dit, il est capable. Oui, il est capable, mais à quel prix? Puis le prix, souvent, il est découvert beaucoup plus tard dans l'âge adulte. On ne se rend pas compte que l'enfant a créé des espèces de façons de rompre avec la peur, par l'imagination, par exemple, mais à un moment donné, ça peut devenir de la paranoïa à l'âge adulte ou de l'anxiété pathogène. Bref, respecter l'enfant. J'étais un jour dans la jungle et c'était la veille de Noël. Il y avait une foule immense sur la place publique. J'étais étonné de voir des enfants laissés à eux-mêmes, prendre soin des autres enfants. Il y avait là une maturité qui m'étonnait moi-même. Aujourd'hui, un enfant, il aurait eu sa maman tout près. Il y a une garderie, alors qu'avant, il était comme laissé à lui-même, même dans une foule immense. Il se débrouillait, il avait appris à se retourner puis prendre la décision eux-mêmes. Ça, c'est très culturel. Exact. Et il y a des modes, il y a comme des variations d'une culture à l'autre, puis d'une époque à l'autre aussi dans la vie d'une communauté. Parce que pour toutes sortes de raisons, on a des paranoïa, des peurs différentes. Quand on a entendu parler, par exemple, il y a une dizaine d'années, on s'est mis à entendre parler
depuis une dizaine d'années, on entend parler des espèces de prédateurs sexuels qui tournent autour des cours d'école, dans les toilettes publiques des restaurants, fréquentés par des enfants, tout ça. Là, on s'est mis à avoir une espèce de paranoïa qui a fait qu'on a peut-être plus surveillé. En tout cas, moi, personnellement, je surveillais plus mes enfants. On s'est mis aussi à leur enseigner attention aux étrangers, tout ça. Puis nécessairement, on crée des peurs, des paranoïas qui sont circonstancielles puis qui sont aussi culturelles selon l'époque dans laquelle on vit. Mais c'est sûr que ça, c'est encore lié au contexte actuel, mais il y a quand même certains entendus qui sont normalement inscrits dans des... Je trouve très pratique, par exemple, le petit livre qu'on donne à la naissance des enfants, Mieux vivre avec son enfant. Il y a dans ça une espèce de sagesse commune à toutes les gens du Québec. En général, c'est en français ou en anglais, j'imagine, pour les milieux anglophones aussi. Puis là, on peut comparer, puis on peut entendre l'expérience de d'autres parents. C'est bien de pouvoir se parler en tant que parent. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis ça? Comment les groupes d'entraide, les maisons des familles, tous les endroits où on peut discuter comme parents de nos expériences, de nos inquiétudes, puis de nos façons de faire, les comparer ou avec celles de d'autres parents, ça aide à prendre le pouls des autres, puis peut-être à ajuster notre propre peur par rapport à à la liberté aussi qu'on peut prendre avec les enfants, puis respecter chaque saison. Je t'écoute, là. J'aurais fait un mauvais père de famille. Comment ça? Je suis pas certaine. Tu aurais appris ça. On l'apprend. J'aurais chouchouté mes enfants. C'est vrai que... J'aurais pris mes enfants dans mes bras. Le prix des souliers aurait été là pour toute la vie. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'ils manipulaient le bonhomme. Mais oui. Je les avais mis dehors sur le perron à 20/0. Là, je regarde par la fenêtre. Méchant père. Là, je suis allé les chercher, je les avais frictionnés. Mm-hmm. En d'autres mots, passer du chaud au froid. C'est tout ce qu'il faut pour faire des alcooliques, des dépendants. Exactement. Confirmer à temps, ça, c'est un art incroyable. Dire, t'es capable, confirmer, mais à d'autres moments donnés, être capable aussi de dire, c'est pas correct. Tu as raison. J'étais pas si mal pour les enfants des autres. Même les tiens, là, et que j'en ai pris soin. Ouais, ben quand ils arrivaient, la boîte à biscuits. La maman rugissait, mais les enfants aimaient ça. Oui, bon. oui. Alors, je me suis fait des bons amis. Oui, les enfants t'adorent. Ça me fait penser, dans une école, il y avait une grande table et l'enseignante avait mis à un bout de la table des pommes en disant, prenant juste une, Dieu vous voit. Il y a une grand-mère, elle amène des chocolats à l'autre bout de la table avec une note. Prenez-en tant que vous voulez, Dieu regarde aux pommes. Tu sais, je trouve ça beau. Les grands-parents, c'est une grande de gâteau. Oui, mais c'est beau, mais c'est pas ça qui fait. C'est pas nécessairement gâter les enfants qui fait un fond de sécurité puis de responsabilité non plus. Il y a un dosage amoureux. Je te dis pas qu'il faut être rigide, intraitable et... Sur certains points, oui, mais peu de points. C'est-à-dire que la rigidité, elle doit être sur une espèce de discipline, surtout en bas âge, pour que la répétition provoque la sécurité. Toujours dans la surprise. Oui, il y a des journées où on peut faire des surprises, où les repas peuvent être différents, où on peut créer des vacances, des journées de fête. Mais pour un enfant, surtout en bas âge, la régularité de l'alimentation, de l'horaire des repos, de l'horaire des repas, ça crée chez lui une espèce de sentiment de sécurité parce qu'il sait que quand il a faim,
il va être rassasié dans pas long. Quand il est fatigué, on n'ira pas au bout de sa fatigue. Il y a des inconvénients. Il y a des cultures où on donne la tête à l'enfant et tout de suite après, sans explication, une grande gifle. On voulait les habituer à passer d'un extrême à l'autre sans prendre les nerfs. C'était une culture que je trouvais assez extraordinaire parce que tout était dépendant de la température, tout était dépendant des accidents et ainsi de suite, pour les habituer à réagir aux choses les plus contradictoires. Tu as raison, c'est une autre forme d'adaptation. Trop de rigidité, trop de sécurité, ça crée une espèce de passivité qui, au moindre dérangement, ce sont des personnes qui sont fragiles aux surprises de la vie, aux événements, aux contrariétés qu'on vit tous. Mais fie-toi sur moi, tu n'as pas besoin de frapper ton enfant pour qu'il reçoive des coups. Puis là, je parle au figuré. On n'est pas obligé de les frapper. Pour qu'ils reçoivent des coups de la vie qui vont faire en sorte de remettre en question toute sa routine, tout son équilibre, toute sa sécurité, puis qui vont lui permettre de développer tout ce qu'il a besoin pour s'adapter à la nouveauté. Parce que quelqu'un aussi qui est très en possession de son identité peut accepter des choses nouvelles sans prendre les nerfs. C'est-à-dire que ça se fait plus tard. C'est pas les enfants, eux, ils ont besoin d'être accompagnés dans les mouvements de la vie, dans les tempêtes de la vie. Si à ce moment-là, on n'est pas très disponible pour accompagner nos enfants, quand nous-mêmes, on est dans la tempête, c'est là où parfois on perd de vue leur équilibre à eux. Puis là, c'est la catastrophe pour leur personnalité puis leur sécurité. Les parents, quand l'enfant a 1 an, on le prend, on le couche. Mm-hmm. À 5 ans, va te coucher. Mm-hmm. À 15 ans, veux-tu aller te coucher? Puis à 20 ans, si tu veux te coucher, il y a de la place. Idéalement, là, c'est ça qu'on devrait pouvoir faire. C'est-à-dire que le parent mûrit avec son enfant, vieillit avec son enfant, puis adapte sa discipline, je dirais, puis son autorité, c'est pas un mot qui est très à la mode, mais son style aussi avec les acquis de responsabilité, d'autonomie de son enfant. Il faut graduer, comme on le fait naturellement pour les choix des aliments. À un moment donné, l'enfant vient qui est capable de choisir lui-même. Puis comme on le fait aussi avec l'heure du coucher, comme tu viens de le démontrer, au début, on les couche à l'heure, on change d'heure, on varie un peu, on fait la sieste le matin, l'après-midi, ensuite juste l'après-midi, puis après ça, plus de sieste. Bon, tout ça, ça doit s'adapter. Et puis, rendu aux besoins. 16, 17, 18 ans, les parents n'ont pas beaucoup de conseils à donner. Oh non. Là, il faut être très effacé quand vient le temps de donner des conseils, justement, des ordres puis de la discipline. Mais il faut rester très disponible aux confidences. Les attendre, les susciter, mais surtout les attendre. Par des longs silences, puis par beaucoup de respect. Ça, j'aurais trouvé ça difficile. J'aurais donc trouvé ça difficile. Parce que moi, j'ai toujours plus de solutions que de problèmes. Oui. Il me manque des problèmes. Mais c'est parce que si tu veux que ton enfant mûrisse sa décision, il faut que tu lui donnes le temps. Si tu mâches toutes les conséquences, la causalité, les effets de ses décisions pour lui, quand est-ce qu'il va faire lui-même le travail de réflexion? Mais à un moment donné, dans les grandes décisions amoureuses, c'est différent pour l'homme et la femme. Je me rappelle de cette histoire. Mm-hmm. La fille et le garçon vivaient en union libre. Mm-hmm. La fille voulait absolument se marier un jour. Elle prend son courage à un moment donné. Marc-Antoine, mm-hmm. veux-tu me marier? Mm-hmm. Il a réfléchi longtemps. Oui. Mais pourquoi tu parles si peu? J'ai peur d'avoir trop parlé. Alors, il peut arriver que ce soit très différent pour le gars et pour la fille. Oui, les âges varient. Pour les filles, pour les garçons, c'est pas exactement au même âge qu'on vit les mêmes choses. En général, on s'entend pour dire, en tout cas dans la société nord-américaine, que les filles sont
j'ai l'impression, puis Dis donc le mot plus mûr. Ils sont plus mûrs, plus matures, plus rapidement que les garçons. Il y a certainement quelque chose au niveau de la maturité du cerveau. Ça a un lien aussi avec le cycle menstruel qui permet à la fille, à un moment donné, qui permettra à la fille d'avoir des enfants, ce qui lui prend aussi une maturité importante pour en prendre soin. Est-ce que c'est ça l'explication? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas vraiment cherché les recherches puis des études confirmant mes intuitions, mais on s'entend pour dire que les filles, en général, c'est peut-être de moins en moins vrai, je ne sais pas trop, par imitation, maintenant que les filles sont très, très mélangées aux garçons, peut-être que les garçons maturent plus vite, les filles plus lentement, je ne sais pas. Ce serait un beau sujet d'expérience à faire. Que les auditeurs, ils gagnent à nous écouter, je sais pas. C'est très beau, ça c'est un mot que j'adore. Mais ça ne nous empêche pas d'en parler, même si on ne sait pas. On pense souvent que les jeunes aujourd'hui décident, reviennent sur leurs décisions, sont très versatiles. C'est pas d'hier. J'ai sous les yeux un texte de Matthieu. Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. S'avançant vers le premier, il lui dit, « Mon enfant, va donc aujourd'hui travailler à la vigne. » Celui-ci lui répondit, « Je ne veux pas. » Un peu plus tard, s'étant repenti, il y alla. S'avançant vers le second, il lui dit de la même manière la même chose. Celui-ci répondit, « J'y vais », mais il n'y allait pas. Mm-hmm. C'est donc un petit peu de tous les temps, c'est oui, c'est non. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression que les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils le savent, mais ils ont un peu de la peine à être fermes dans leurs décisions. Moi, je pense qu'il faut les laisser expérimenter et qu'on a besoin, quand on est jeune, d'expérimenter le oui qui devient non, puis le non qui devient oui, puis le non qui reste non. Dans le sens où il faut qu'ils apprennent qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça leur fait d'habiter un oui, d'habiter un non, puis d'habiter un oui qui devient non, puis un non qui devient oui, dans le sens où tout le jeu de la réflexion, comment je vis bien la culpabilité, l'espèce de fierté, de la réussite, du changement, ça c'est très important de pouvoir, pour finir par trouver qui je suis. Parce que comment je vais faire pour savoir si je suis créatif, si on me dit toujours quoi faire, comment réfléchir, qu'est-ce qui me motive? Comment je vais faire pour savoir si je suis plutôt artiste, plutôt intellectuel, plutôt rationnel? Est-ce que je vais être capable de faire moi-même mes choix,
mes expériences aussi, je vais avoir toujours besoin du support puis de la logique, de l'opinion de mon entourage, de ma gang, de mon ami, de mon conjoint. De tenir à sa parole. Quand on dit être des gens de parole, c'est des gens qui y tiennent. Je pense à Régulus, mon histoire. Il était à Carthage, prisonnier. Il prend une entente avec les Carthaginois. Je vais aller au Sénat romain pour dire arrêtez de combattre Carthage. Il est parti. Il a changé d'idée en cours de route. Au Sénat, il a dit on doit détruire Carthage. Carthago delenta. Il faut que je fasse mon petit curé. Okay. Il faut détruire Carthage. Il s'était engagé à retourner. Après avoir pris cette décision terrible, il retourne à Carthage. On l'a torturé et on l'a mis à mort. Ça, c'est l'exemple le plus célèbre, une parole donnée. Je vais revenir. Ah bon. Il est revenu. Mais c'est pour nous, c'est de l'héroïcité. Hein? Ou de l'inconscience. Viens pas remettre en doute cette icône Régulus. Mais chez nous, ici et maintenant, à mon avis, on lui aurait proposé, suggéré de ne pas retourner pour Malgré préserver... la parole sacrée. Ben voilà. C'est ça, là, tout le jeu de l'expérience du jeune. Est-ce qu'il va, malgré la difficulté, puis nous aussi... Durer dans sa décision. Durer dans sa décision au prix, jusqu'à quel prix? Ça, puis on le fait tous aussi, cette expérience-là. Est-ce que je m'entête dans ma décision parce qu'un jour, je l'ai prise et que j'y croyais, ou bien si je me résous à changer d'idée, voyant le contexte, voyant l'héroïcité ou l'insouciance ou les dans inconvénients. Dans notre monde de changement, évidemment, c'est la culture souvent, du nouveau. Oui, exactement. Mais ça, le jeune, le vieux, l'adulte, l'ancien, tout le monde a besoin de vérifier parce que les deux valeurs sont très bonnes. Être souple dans ses décisions, être capable de se remettre en question, c'est important. Être ferme aussi. Parce que ceux qui ont commencé, qui ont réalisé des grandes choses dans leur vie, même si elles étaient complètement hors de leur portée, c'est parce qu'ils y ont cru et qu'ils se sont entêtés à persévérer malgré toutes les difficultés. Marie-Josée, je te raconte ceci. Raconte-moi. Saint François de Sales nous dit, on commence un travail, une profession, une décision. Une deuxième se présente qui est meilleure. On laisse la première, on prend la deuxième. Ayant fait un bout dans la deuxième, se présente une troisième, et on laisse la deuxième, et ainsi de suite. Lui, il attribue ça à Satan, qui veut nous mettre dans des commencements, jamais dans des fins. Moi, c'est un petit peu ce qui me fatigue, on est dans les commencements quasiment tout le temps. On a de la peine à aller au bout de soi-même, au bout du oui qu'on en a prononcé. C'est vrai. C'est vrai. Mais par contre, on n'a plus d'un talent, dans le sens où est-ce qu'il est mieux de devenir excellent dans un projet de vie, de devenir le meilleur, ou bien s'il vaut mieux avoir plusieurs projets de vie de front. Puis ça, souvent, on décide même pas ça, puis être une espèce d'amateur dans chacune des sphères de notre vie, mais d'avoir goûté, touché à plusieurs professions. Il y en a qui vont faire de leur vie un changement perpétuel de profession, qui deviendront jamais des experts. Puis il y en a qui vont pointer vers l'expertise, puis ils vont devenir des sommités. Quel est ton choix, Marie-Jo? Moi, je suis plutôt dispersée. Je suis une mère de famille, je suis une éducatrice, je suis un peu... Et qu'on n'est pas du même âge. Moi, je suis une lesbienne, je suis un périmé. On avait décidé quelque chose, on allait jusqu'au bout, quitte à y perdre quasiment les plumes. Exact. Mais il y a plusieurs... Je ne vais pas faire de comparaison, mais la mienne est meilleure. Ah oui, c'est sûr.
Vois-tu, il y a plusieurs différences entre nous deux. Marie-Josée, on vieillit un petit peu, puis on se trouve dans la quarantaine Oui. où on remet en question Les choix qu'on a pris des à choix 20 qu'on ans. a fait. Il y a Exactement. comme une espèce de démon du midi. Comment t'expliques? Ben justement, quand on fait des choix de vie, on en exclut d'autres. Si je pointe vers une profession, et nécessairement, il y a des appels en moi qui sont inexploités. Il y a comme des sphères en moi qui n'auront pas l'occasion de s'exprimer. Si j'ai des enfants, l'espèce de solitude, d'intériorité peut m'appeler quand même. Moi, par exemple, j'ai rendu visite dernièrement aux religieuses qui m'ont formée quand j'étais au pensionnat adolescente. Puis je me disais, oh mon Dieu, que cet appel-là vers la religion, la gratuité dans le don à tous m'appelait aussi. Je ne serai jamais ça parce que j'ai choisi une vie de famille, j'ai eu des enfants, puis ça a meublé toute ma vie. Mais il faut dire qu'on a toujours deux vocations. En fait... Une qui va être virtuelle, puis l'autre, on va l'exercer. Mais à 40 ans, ces choix-là, ils nous dérangent. On a nécessairement, dans notre profession, dans notre vie personnelle, dans notre vie de création, il y en a qui, c'est dans notre vie sportive. Bon, on a plusieurs aspects de nous qui ont été plus ou moins laissés de côté pour en favoriser d'autres. Ceux-là qui rient plus fort à 40 ans. Puis c'est comme des appels à « et moi, je veux m'exprimer ». Il y en a qui font des revirements radicaux qui sont salutaires pour leur santé mentale, pour leur santé physique aussi. Des chefs d'entreprise qui décident de tout laisser, de vendre et puis de se consacrer à leur passion pour la cuisine, pour les arts, pour le jardinage, l'écologie ou des causes qui les appellent. Le bénévolat humanitaire ou bon. Parce qu'à 40 ans, on est un peu comme au zénith. On n'apprend plus grand-chose de la profession. Exactement. On est tellement maître de ce que l'on fait. On a l'impression d'avoir fait le tour. Qu'il y a une espèce d'ennui, d'une part. Et d'autre part, on commence à compter le temps. Exactement. On commence un peu à vieillir. On n'a pas tout à fait l'énergie que l'on avait 20 ans plus tôt. Mm-hmm. Alors, il y a des remises en question affectives, entre autres, 50, qui sont considérables. Exactement. Il y en a pour qui c'est le moment aussi de persister puis de devenir des experts, comme je te disais, très, très pointus, de devenir les meilleurs dans ce qu'ils font. Mais moi, à 41 ans, j'ai failli tout remettre en question. Oui. Puis pourtant, j'ai l'habitude, ayant décidé une chose, d'aller au bout. On n'est pas à l'abri de ces remises en question pour toutes sortes de facteurs qui interviennent. Il y a une certaine lassitude aussi. La routine, c'est bon pour la sécurité, mais c'est aussi très ennuyant. Puis on a souvent besoin de revisiter notre choix pour l'habiter d'une façon différente aussi. Rechoisir son époux, son conjoint, ça peut arriver aussi. Rechoisir sa profession, rechoisir. Parfois, c'est peut-être continuer dans le même métier, mais autrement. Avoir une promotion qui remet de la vigueur à nos engagements, à nos oui de départ, changer un peu ou persister, mais autrement, en étant très à l'écoute de son corps, de sa santé mentale, très à l'écoute aussi de tout ce qui a envie de vivre en nous. Parce que c'est vrai qu'on commence à sentir l'urgence de faire des choix définitifs. Oui. Là, on se rend compte à 40 ans que ce que je choisis, je m'en vais mourir avec ça. Exactement, parce que ça va être de plus en plus difficile de changer sans remettre en question, par exemple, sa santé financière, sa sécurité physique, son intégrité mentale, ou bon, les changements deviennent plus
plus risqué. Moi, ça m'a un peu étonné parce que je suis fondamentalement un conservateur. Ce qui est bon aujourd'hui doit être bon demain. Si je pense que c'est pas bon, c'est parce que j'apprécie mal. Alors qu'à 41 ans, tout était remis en question, ou presque. C'est dire qu'il n'y a personne qui est à l'abri des gros virages de 180 degrés. Exactement. Mais ça permet, je pense, un souffle neuf à nos engagements. Ça permet de retrouver du souffle. Moi, s'il n'y avait pas eu ta conversion, tu aurais continué dans une vie d'un ennui mortel, à mon avis, là. Peut-être, ou bien tu aurais fait un virage beaucoup plus drastique que celui-là. On ne sait pas. Mais puis ça, il n'y a personne, comme tu dis, qui Et on progresse un tout petit peu. J'ai hâte qu'on arrive à mon âge. Ah bon? J'ai fait l'émission en vue de cela. Bien, l'émission, l'arrivée à ton âge, moi, je ne peux en parler qu'en théorie. Marie-Josée, prends le temps de mûrir ta réflexion. Prends le temps, je te le conseille, puis tu as besoin d'être bonne. À un certain âge, on a un peu de difficulté à changer. Il y a la routine, la sécurité. J'ai sous les yeux un passage de Paul aux Colossiens, au chapitre 4. Tenez-vous à la prière, ça tenez à la prière, qu'elle vous garde sur le qui-vive dans l'action de grâce. Je trouve ça beau, être ferme, tenir, mais rester sur le qui-vive pour être ouvert à la nouveauté de l'esprit. Autrement, c'est une routine qui finit par scléroser la personne. Ennuyante, oui. Mais quand il s'agit de prendre des nouvelles décisions, est-ce que je quitte ma maison pour aller dans une maison avec tous les soins? Oui. C'est donc déchirant. Oui. Et souvent, c'est les enfants qui prennent un peu la décision. Oui. Malheureusement, c'est souvent contre la volonté des parents. C'est un exemple. On a tellement eu un pli que c'est difficile pour nous, mais en même temps, c'est sûr qu'il faut faire confiance aux personnes qui nous aiment, qui veulent notre bien, qui pensent à nous, mais en même temps, cette décision-là, elle est très émotive. Puis ça, c'est les décisions les plus difficiles à prendre sont les décisions qui impliquent les émotions. Parce que oui, les émotions nous mettent un peu inconfortables. Il faut qu'il y ait encore une fois un bon équilibre entre qu'est-ce qui est logique puis qu'est-ce qui est émotif. Mes émotions sont une espèce d'instinct
qui me dit qui m'aide à prévoir si je vais arriver à m'adapter puis à me détacher puis à m'attacher à l'autre milieu de vie. Mais il faut tout le travail de la raison aussi pour me rendre à l'évidence que je suis rendue à cette étape. Sinon, ma santé, ma sécurité sont peut-être compromises. Moi, je ne suis pas rendue là pour le moment. Oui. Mais c'est pour les décisions quotidiennes. C'est ça. Ce qui m'aide, c'est un vieux principe. Méfiez-vous de la première impression, c'est la meilleure. En d'autres mots... Méfiez-vous ou fiez-vous. Qu'est-ce qui spontanément m'est venu? Je pense qu'on raisonne trop. On voit trop le pour puis le contre. Puis finalement, pas décider, c'est une décision la pire qui soit. Exactement. Ça, c'est vrai. Ne pas décider, c'est déjà une décision. C'est remettre. Puis parfois, ça devient... plus la situation évolue dans le temps, plus elle devient nocive ou toxique et plus elle devient, je dirais, remplie de toutes sortes d'inconforts qui vont multiplier la difficulté. Mais ce qui m'aide, j'ai vu une dame... c'est que je ne suis pas perfectionniste de nature. Ouais. Mais les perfectionnistes, là... Oui, c'est ça. Plus on est perfectionniste, plus on a... Puis ça, c'est dans notre éducation aussi. Des enfants, aujourd'hui, font beaucoup moins... quelques-uns, en tout cas. Il y en a plusieurs qui sont pas mal moins dans la meilleure décision. De plus en plus, on prend une bonne décision, moins la meilleure. Mais j'ai fut un temps où la valorisation était mise sur la meilleure décision. Puis là, la meilleure décision, ça, c'est dangereux parce qu'il y a moyen de ne jamais décider. Parce que toutes les décisions sont plus ou moins bonnes selon les circonstances. Puis il va arriver des inconvénients. Même quand on a l'impression d'avoir pris la meilleure décision, il arrive des inconvénients, des inconforts, des insatisfactions. Puis c'est ça qui nous pousse à toujours évidemment, modifier. Ce qui peut m'aider, qui m'aide, c'est quelle est la volonté de Dieu. Oui. Pour moi, c'est le critère suprême. Inutile de prendre des décisions qui seraient comme contraires à sa volonté. Alors, ceux qui ont la foi, ils ont au moins ce critère-là, qui ne trompent pas, sachant que Dieu a sur moi la meilleure solution. Par exemple, quand j'ai été appelé à devenir prêtre, moi, c'était un déchirement incroyable. Pas me marier, j'avais tellement aimé me marier. Je découvre à 88 ans que j'étais donc pas fait pour le mariage. Et je bénis le Seigneur, il a sauvé une femme. C'est pour moi, à l'époque, impensable. Mais avec les années, je découvre que c'était vraiment le choix le plus facile. Puis quand je regarde les gens mariés, je me dis, comment vous faites pour vous endurer? Un lit simple, c'est plus simple, un lit double, c'est plus trop. Enfin, je m'aide comme ça. Il y a donc des décisions qui sont un peu irréversibles, surtout quand on veut se brancher sur la volonté de Dieu. C'est vrai, la volonté de Dieu, demander d'être ajusté à sa volonté, c'est une belle prière, mais aussi les éléments extérieurs, c'est-à-dire la sécurité, ma santé, ma capacité, ça aussi, ça peut m'aider. Mais le bon Dieu en tient compte, ma petite fille. Exactement. Quand ça va à l'envers du bon sens. Ce que je sais, c'est le mot de Paul aux Thessaloniciens. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez toujours dans la joie. J'aimerais mourir en faisant une face à mon embaumeur. Parce que c'est un métier quand même un peu macabre. Et pour moi, c'est ça qui est la volonté de Dieu. Être dans la joie. Alors qu'on peut avoir l'arthrose, la difficulté à me déplacer, échapper tout, ramasser tout avec joie. La volonté de Dieu. C'est un beau fruit qu'on récolte quand on est ajusté à la volonté de Dieu. C'est vrai que c'est... Et chose paradoxale, c'est pas abdiquer sa propre volonté, c'est de l'enrichir, c'est de la creuser. De l'assumer. Parce que c'est mieux ce que je suis que moi-même. J'ai une dernière petite question. Marie-Josée, il me semble que notre monde est très complexe, puis on finit par avoir de la peine à décider. Il me semble que tu en retrouvé un peu son cœur d'enfant. C'est ça. Complexe, c'est nous qui complexifions.
Puis je pense que l'appel de la maturité, c'est simplifier. De plus en plus on rester a demandé simple. au curé d'Ars comment on va au ciel. Il dit comme un boulet de canon directement. En d'autres mots, on a donc l'art de compliquer ce qui est déjà compliqué. Et il me semble, c'est en me branchant sur mon cœur d'enfant que j'ai réussi à décider sans me demander est-ce que ça aurait été mieux de faire autre chose. Exactement. En sachant que si mon choix n'est pas bon, Dieu va s'en servir. De toute manière, j'ai donc pas à regretter et je peux chanter à la demande générale. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Bon, je m'excuse pas pour m'avoir failli. J'en suis très fier. Marie-Josée, tu dis une dernière chose. La simplicité d'un enfant, finalement, c'est ça qui boucle la boucle, revenir à la simplicité de l'enfant. On fait des grands détours pour finir par revenir à la simplicité du départ, retourner à ce qu'on est Marie-Josée, habité, j'ai un problème. On n'a plus de temps. C'est fini, il faut arrêter. Merci à Claude Saint-Pierre pour son service technique. Merci à toi, Marie-Josée. Là, je pense que je vais pouvoir mieux décider en me mettant davantage à l'écoute de l'enfant à moi. Au revoir, chers amis. À la semaine prochaine. Merci.